Allô tout le monde, re-bienvenue à un épisode de l'Update. Moi, c'est Virginie, je suis directrice marketing de Third Bridge. Ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas retrouvée derrière le micro du studio, donc bien contente de revenir avec un nouvel épisode. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le podcast, l'Update est présenté par Third Bridge. Third Bridge qui est une agence qui se spécialise dans le design et le développement d'applications web et mobiles, mais aussi de solutions logicielles sur mesure. Aujourd'hui, pour l'épisode, on s'est entretenu entre nous. Donc, c'était moi, Nicolas et Pierre-Étienne qui sont respectivement directeurs des opérations et présidents de Third Bridge. Et on a pris la peine de s'asseoir ensemble pour discuter des 12 ans de Third Bridge. Donc, on a fait un petit retour sur le parcours entrepreneurial des gars. On a parlé des leçons apprises, de leurs erreurs de parcours. On est même allé un peu plus dans leur vie privée. Donc, un épisode qui était super intéressant, super le fun. Je vous en dis pas plus, puis je vous laisse l'écouter. Bon épisode! Les gars, ça fait longtemps? Oui. Ça fait plus que 2 mois que je me suis pas assise derrière le micro, puis je pense que vous deux, ça fait encore plus longtemps. Puis la dernière fois qu'on était 3, c'était le premier? La dernière fois qu'on était 3, c'est quand tu as eu ton délire de rire. Ouais, c'est le AI, c'est l'épisode de Noël. Ah ouais, D'ailleurs, il faudra en reparler de cet épisode-là. On veut-tu faire des disclaimers? Il y a des gens qui étaient pas contents de notre épisode. Ouais, mais c'était pas si pire. Il y a des gens qui ont challengé des idées. Mais il me semble que c'était fait dans la politesse. Oui. J'ai pas eu d'insultes. Ben, peut-être, mais moi, je les vois pas toutes passer. Sur TikTok, je pense qu'il y avait des... Ouais, TikTok, j'ai supprimé des shorts parce que toi, tu t'étais fait ramasser, entre autres. Aujourd'hui, on est les 3 ensemble parce qu'on a sorti un article récemment que vous avez... Ben, Nick a beaucoup contribué à la rédaction de l'article. Puis on te pardonne, c'est pas grave. Je suis arrivé avec la thématique. Ouais, t'as brainstorm. Puis eux, eu les idées, puis après ça, la rédaction, c'était plus moi. Exact. Ben, merci. d'équipe. Puis de quoi on a parlé? On a parlé des 12 ans de Third Bridge parce que Third Bridge a souligné c'est son 12e anniversaire, ce qui veut également dire votre 12e anniversaire en tant qu'entrepreneur. Félicitations. C'est quoi ta job avant Third Bridge, Nick? Ben, j'avais une autre entreprise avant Third Bridge que j'ai juste laissé tomber pour Third Bridge, mais non. C'est quoi? C'était même affaire que Third Bridge, mais avec quelqu'un d'autre. OK. Puis, ouais, finalement, j'ai juste eu une opportunité avec Third Bridge, puis j'ai shifté. Puis l'autre personne avait comme un peu abandonné le projet. Fait que j'étais rendu tout seul. Fait que j'étais pas mal juste freelance au final. Mais non, l'autre job que j'ai eu avant Third Bridge, la plus récente, je coupais des haies de cèdre l'été. Ouais, je faisais du paysagement. Fait qu'on avait de l'expérience de feu pour toi, partir une compagnie. J'étais boss boy. J'aime dire boss boy, mais je pense que j'étais vraiment hôte. OK. T'accueillais les gens à l'entrée? Ouais, d'un resto. Mais ça fait avec toi. Qui était... Mais c'est ça, pour remettre en perspective, parce qu'on en a déjà parlé dans le premier épisode, mais ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que vous avez commencé Third Bridge quand vous étiez encore aux études. De là, pourquoi vous n'aviez pas nécessairement une job qui était orientée vers ce domaine-là. Puis d'ailleurs, ça m'amène un peu à ma première question de, est-ce que 12 ans plus tard, quand vous regardez votre parcours, vous vous dites, j'aurais peut-être pu prendre un break puis prendre un peu plus d'expérience avant de me lancer en entrepreneuriat? Il y a des jours que oui. Il y a des jours que non. Je pense que overall, on avait un luxe d'être hyper jeune puis de pouvoir prendre le temps à faire plein d'erreurs. Puis ça nous a emmené à juste aller chercher l'expérience qu'on n'avait pas sur le marché du travail, juste à coup d'erreur. Fait que pour moi, c'est non. Je pense qu'avec la perspective, je regrette pas de l'avoir commencé jeune, tôt, puis de pas avoir eu d'expérience de marché de travail. Ouais, ben moi je regrette rien. J'adore où est-ce qu'on est maintenant, puis le parcours était beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup pensé à cette question-là parce que j'ai souvent eu le feeling qu'on manquait d'expérience quand on faisait ce qu'on faisait, puis que je pense qu'on a eu une croissance vraiment plus lente à cause de ça. Là. Ça a pris longtemps avant qu'on comprenne comment bien faire la job, puis je pense qu'on aurait pu bénéficier d'un petit peu plus d'expérience de travail à ce niveau-là. Par contre, l'autre envers de cette médaille-là, c'est qu'on n'avait rien à perdre. Fait que on s'est lancé, on n'avait pas de paiement de quoi que ce soit, peut-être des petits paiements de char, mais on n'avait pas des gros besoins financiers, on n'avait pas une tonne de risques. Fait qu'au pire, ça marchait pas, puis on se trouvait une job. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment un gros upswing de partir tout de suite en finissant les études.
Puis, En commençant les études. ouais, même en commençant les études, dans notre cas. Ouais. Puis, ouais, puis je trouve que ça a fait en sorte qu'on a peut-être créé une entreprise aussi qui sort du moule d'une certaine façon. Je pense pas qu'on réinvente rien. Là. Je veux pas commencer. On n'est pas des disrupteurs ou quoi que ce soit, mais je pense que ça reste qu'on l'a vraiment fait à notre image parce qu'on n'avait pas de billet de comme ah, mais ça, faut le faire comme ça. Fait que ça a pris plus de temps, mais je pense que maintenant, on a de quoi qui marche puis qui se démarque quand même un peu grâce à ça aussi. Fait que il y a des bons points puis des mauvais points. Puis je pense qu'en bout de ligne, c'est juste une question de persévérer puis de s'amuser. On l'a dit dans l'article, puis je le répète, mais il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Fait que je pensais juste bien qu'on l'ait fait, puis avec du temps, puis avec des efforts, puis en s'entourant des gens qui avaient des compétences qu'on n'avait pas, on a réussi à monter quelque chose qui fonctionne, je crois. Puis on dirait dans ma tête, il y a 2 chapitres à nos 12 ans. Là. On dirait les 6 premières années, c'était l'essai, l'erreur, c'était la mise en place de quelques fondations. On a eu tellement de chance à recruter des gens d'exception. Nos premières embauches étaient comme tombées du ciel. Là. C'était des gens qui sont devenus des associés dans l'entreprise, mais c'était des étudiants. Là. Puis on est juste, on n'a pas de salaire pour vous, des mauvaises conditions, mais on va avoir du fun. Puis ces petits génies-là, ils ont accepté d'embarquer dans l'aventure avec nous, puis sont des gens clés. Fait qu'on a été hyper chanceux, on a pu mettre la fondation, on a pu prendre notre temps pour mettre la fondation en place, se créer un nom à Montréal, aller chercher nos clients. Puis on dirait la deuxième partie, c'est l'accélération. T'sais, c'est comme, OK, là, on a de quoi, on pousse. Puis là, c'est là, investir en marketing, on pousse les ventes, on commence à changer un peu notre modèle d'affaires, puis on commence à faire de l'argent. Parce qu'avant, je te dirais, les 6 premières années, on faisait pas d'argent, là. Pas de salaire, pas de... C'était le minimum. Là. Pas zéro, mais c'était pas très bien payé, mettons, pour ni nous, ni les employés. On aurait pu aller sur le marché du travail puis faire considérablement plus. Ouais. Mais une des choses aussi je pense qu'on a été chanceux ou, I guess, opportuniste, mais il y avait quand même un certain blue ocean aussi quand on a parti Third Bridge, dans le sens où les apps mobiles, c'était relativement nouveau. Il y avait pas il y avait de la compétition à Montréal, mais il y avait clairement de la place pour d'autres. Là. Il manquait de main-d'œuvre. Puis on a réussi à prendre des gros contrats qu'on n'aurait jamais dû avoir au début, genre l'AMT, qu'on n'aurait jamais dû avoir ce mandat-là. Puis finalement, on l'a pogné parce qu'il clairement il y avait un manque de main-d'œuvre. Fait que ça nous a permis de faire notre place aussi quand même rapidement. Puis je pense que partir la même business maintenant, t'as un pas mal plus gros challenge devant toi. T'as plus de compétition. Ouais. Puis, tantôt, tu parlais justement d'aller chercher des gros clients. Ça, ça a été un peu ce qui vous a propulsé. Là. Mais je dis vous, c'est nous. Moi aussi, je travaille chez Third Bridge. Puis, je me demandais justement, quelqu'un qui commence, qui nous voit aller, puis qui se dit, c'est sûr qu'eux, ça va bien, ils ont un couche-tard. Comment c'est arrivé, couche-tard? Comment qu'une petite business comme Third Bridge, à ce moment-là, a réussi à obtenir un client comme ça? Es-tu prêt pour notre recette magique? Il n'y en a pas. Notre stratégie, en fait, notre stratégie, puis je sais pas à quel point que je l'ai déjà dit cette histoire-là, mais stratégie initiale, c'était on se colle à des agences marketing. On est des kids dans des sous-sols, on n'a aucune réputation, pas d'accès à des contrats, right? Parce que l'application mobile est vue comme un outil marketing. Ouais, c'est ça. Puis... ça avait un peu avec ce que je disais, dans le sens où il n'y avait pas tant de boîtes qui faisaient spécifiquement ça. Fait que les compagnies qui ont toutes déjà des boîtes de marketing qui travaillaient avec, eux autres, ils mettaient ça dans le même bateau. Ils étaient comme, pouvez-vous nous faire notre app? Mais les boîtes marketing n'avaient pas de dev à l'interne. Fait que là, exact. L'expertise n'était pas encore super répandue. Puis nous, on levait la main, on cognait à leur porte. On était comme, hey, on est des jeunes étudiants, on sait comment bâtir des apps mobiles. Puis on avait des opportunités qui ont commencé à tomber dans notre assiette. L'AMT, c'était fou. Là. C'était une application pour montrer en temps réel où sont les trains de l'agence. Débile. Genre deux gars dans un sous-sol qui sont en train de développer ça, ça avait pas de bon sens, mais nous, on arrivait, puis au lieu de travailler au Zibo ou à couper des haies à faire 20$ de l'heure, nous, on chargeait comme 40$ de l'heure, puis on était donc contents, et comme « Wow, on fait ce qu'on veut dans la vie », puis on se fait payer le double de qu'est-ce qu'on ferait n'importe où d'autre. Puis après ça, t'avais les agences marketing qui étaient assez greedy, là, qui eux, étaient comme « Hey, 40$ de l'heure, même si on manque notre coup avec les kids, on peut se retourner de bord, puis on a encore beaucoup de marge de manœuvre. » Fait que, on a eu plein d'opportunités comme ça, dont l'AMT, dont Couche-Tard. Puis ça a été un peu notre filon pour avoir des opportunités comme ça. Fait que c'est un Desjardins, t'as un Couche-Tard, qui viennent de grosses marques marketing,
Puis, ultimement, c'était notre job après ça de développer les relations puis faire nos preuves. Fait que... Puis c'est un peu ça aussi, le clin d'œil à ce que tu disais, qu'on a fait les choses différemment à travers les années. J'ai l'impression que qu'est-ce qui a fait en sorte aussi qu'on a été capable de se démarquer auprès de ces gros joueurs-là, c'est que justement, l'approche ThirdBridge était un peu plus axée sur le relationnel qu'axée sur le transactionnel, si on veut. Mm-hmm. J'ai l'impression que ça a eu un bel impact sur pourquoi aujourd'hui on a été capable de bâtir ces relations-là à long terme. Mais je pense que c'est une des choses qui a perduré. Tu sais, nos méthodologies ont beaucoup évolué, clairement, parce qu'on savait, comme j'ai dit, pas trop ce qu'on faisait au début, je le répète, mais ce qui est resté, c'est la culture, justement, humain à humain, autant au niveau de nos relations clients que nos relations à l'interne. Puis c'est là où, tu sais, je pense qu'on se démarque, puis qui est un peu notre branding aussi, de genre, on est très axé sur l'humain, autant dans les produits qu'on livre que dans nos relations, etc. Fait que, ouais, je pense que c'est ce qui a le plus perduré à travers le temps, c'est notre culture, puis notre approche humaine. Ouais, puis on n'a pas eu une tonne de roulement de clients non plus. Non. Il y a des projets qui se sont finis, mais des clients qui avaient encore des projets, ben ça fait 8 ans qu'on travaille avec eux, 7 ans qu'on travaille avec eux. Fait que c'est un peu fou aussi de se dire que on a réussi à non seulement bâtir la relation, mais on la maintient aussi à travers le temps, avec notre approche, avec notre style. Fait que c'était la stratégie initiale de comment est-ce qu'on fait pour avoir le pied dans la porte de ces grosses entreprises-là, de ces gros projets-là, pour après ça dire « let's go ». C'est notre Ouais, puis autant à l'interne qu'à l'externe, je pense. Là, autant avec on a exact. un faible taux de roulement d'employés, puis on a un faible taux de roulement de clients. Malgré la croissance, malgré les changements. Puis c'est ça qui est tough aussi, là, on dirait, c'est la compagnie a changé. Là, d'être 3-4 d'un sous-sol à maintenant une soixantaine de bureaux au Québec. C'est un changement de culture qui arrive, puis on embrace le changement, on l'accueille, mais il faut aussi adapter notre culture en conséquence, pas se perdre là-dedans. Je pense que ça, c'est des cool défis qui nous attendent aussi, mais je pense qu'on les a relevés jusqu'à présent. C'est ça, le genre de... C'est ça qu'on parlait au début, avant que la caméra commence à tourner. Mais le genre de switch qui s'en vient potentiellement pour nous, là, on est à un... Il n'y a pas de décision prise, puis il n'y a pas de chemin clair... Décision prise, pardon, je peux y en parler. Puis il n'y a pas de chemin clair encore, mais reste qu'à un certain point, ça va pencher d'un côté ou de l'autre. Fait que là, c'est comme un nouveau défi. C'est excitant. Ça change tout le temps. Puis c'est tout le temps ce que je dis que j'aime le plus par rapport à ma job, c'est que tu me remets il y a 4 ans, quand j'ai commencé, c'est vraiment pas la même job que ce que c'est aujourd'hui, puis c'est la même chose pour vous aussi, j'imagine. Là. Moi, je fais pas mal là. Non, c'est pas c'est comme quand je coupais des haies. C'est tout comme, c'est pareil. En début d'été, c'était une job. Exact. On a full parlé de ThirdBridge, puis j'ai l'impression peut-être qu'on se répète un peu du premier épisode, mais au pire, vous irez l'écouter, puis on va approfondir encore plus ce qu'on vient de raconter. Mais là, j'aimerais ça qu'on se penche un peu plus sur le volet entrepreneuriat. Un peu plus le classique... qu'est-ce que l'entrepreneur vit à l'intérieur de soi, parce que ça peut être challengeant, ça peut être stressant. Fait que j'aimerais ça savoir... Dans votre carrière, en ce moment, dans votre vie professionnelle, c'est quoi votre plus grosse source de stress? On est vulnérable. On s'ouvre l'un à l'autre aujourd'hui. J'aime ça. Bonne question. Nick? Ça sort quand, ça? Ça sort dans 1 semaine et demie. 1 semaine et demie. Fais attention à ce que tu dis. Mon 3e enfant. Nick fait son annonce sur le podcast aujourd'hui. Vous irez le féliciter en commentaire. Qu'est-ce qui me stresse le plus? Ben, je pense que, tu sais, il y avait de quoi de vraiment confortable, là, tu sais, dans les 6 premières années, mettons, c'était low stake, là. Genre, on avait du fun, mais personne dépendait tant là-dessus. Puis, plus qu'on grossit, plus qu'il y a des gens qui dépendent. Puis, tu sais, personne part en peur. Pas que je me sens pas à la hauteur de livrer, mais c'est vrai que, tu sais, maintenant, il y a beaucoup plus d'enjeux dans ce qu'on fait. Puis, tu sais, autant, je parlais d'enfants, mais il y en a plein d'entreprises maintenant qui sont parents, qui ont des hypothèques, qui ont... Tu sais, au début, quand on avait des petits loyers d'appart, au pire, ça marche pas, puis tout le monde est capable de se trouver une job. Mais là, on dirait que plus ça grossit, plus il y a des attentes. Aussi au niveau des clients. Tu sais, au début, on développait des petits logiciels avec centaines de users. Au pire, il y a des bugs. C'est quoi le problème? Mais là, rendu à des millions d'utilisateurs là, pour certains de nos logiciels, c'est sûr que ça vient avec une pression de... faut que ça livre, puis s'il y a des bugs qui... admettons, empêche une certaine transaction, ben, on peut faire perdre des centaines de milliers de dollars à nos clients là, en un mauvais livrable. Fait que... Les impacts sont amplifiés. Mm-hmm. Ouais, exact. Je pense que c'est ça. Mais... Un genre de charge mentale qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de toi. Là.
Ouais, je pense que oui. Puis, ouais, le cash flow là, qui va bien, mais qui est tout le temps un genre de. Faut pas l'oublier, là. Mettons, là, il y a des méga montants qui sortent à chaque paye, puis il faut que ça soit prêt, là, tu sais. Fait que, ouais. Ouais, pendant un bout, je disais tout le temps l'analogie de. C'est à chaque mois, c'est une Honda Civic qu'on paye en salaire. Oh, ben là, il y a une coupe d'Honda Civic, je te Puis dirais. là, je pense qu'on peut changer de catégorie d'auto. Ouais. Là, on peut tomber dans les Ferrari puis se dire, ouais, c'est une Ferrari par 2 semaines qu'on paye. C'est un peu hallucinant. Puis on dirait que quand tu t'attardes à ces choses-là, le stress monte, mais il faut que tu le mettes en perspective. Puis c'est là que ça, tout devient... Tout prend son sens. Puis on a une croissance tellement... Je dirais tellement... calculée. Ouais. Jusqu'à un certain point. Au début, on était ses breaks un peu, puis là, on a encouragé la croissance. Mais c'est calculé, c'est smart. On est prudent dans nos décisions. On est conscient qu'ils ont beaucoup d'impact. Donc là, on essaie d'être vraiment, de maîtriser nos chiffres. On n'est plus dans le noir non plus. Fait que ça l'aide à réduire le stress qu'on a, je pense, au quotidien. Là. Parce que des fois, tu le sais pas. Là. Avant, là, pas longtemps de guillemets, là, mais on dirait que chaque décision, c'était avec les yeux fermés. Là. On pense qu'on va faire tant de dollars par mois. On pense que ça va nous coûter tant la prochaine paye. Désolé pour ceux à l'audio, là, mais c'était... Ouais. Okay. Le doigt dans les airs. Puis, ouais, j'ai liché mon doigt à tout le monde. C'était le boost ASMR. Mais tu dirais que ce serait ça aussi, dans le fond, la plus grosse source de stress, c'est tout le temps lié justement à l'impact financier, autant sur ThirdBridge, mais l'impact financier sur les compagnies pour lesquelles tu livres un service. Il y a ça, il y a le changement de rôle aussi, responsabilités, je pense, sont plus grandes. Mais tu sais, tu l'as un peu frôlé là, dans l'autre question d'avant, mais tu sais, nos rôles qui évoluent tout le temps, parce que à chaque nouvelle taille d'entreprise, ben nous, il faut qu'on se réinvente un peu aussi dans notre rôle, là, mais pas juste nous, là, plein de gens dans l'entreprise le font. Puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu as toujours un peu le sentiment d'imposteur qui est tough à se séparer parce qu'on dirait qu'à chaque 6 mois, tu as une nouvelle job. Fait que tu es tout le temps comme nouveau dans ta job. Fait que tu prends le micro, puis là, tu es comme, qu'est-ce que je fais ici? Ouais, c'est ça. Je faisais pas ça, il pas si longtemps. Puis ce qui arrive, c'est. Puis j'avais cette discussion-là avec un autre entrepreneur dernièrement, mais tu sais, si tu fais bien ta job en tant qu'entrepreneur, tu te rends inutile, puis tu te réinventes. T'sais. Fait que tu set up ta job, tu la délègues, puis toi, tu vas faire une autre affaire, puis tu apprends une nouvelle affaire. Fait que c'est ça. Il y a comme tout le temps un sentiment d'imposteur de genre, je suis pas sûr que je suis le meilleur. Puis là, tu as délégué quelque chose que tu maîtrisais à moitié, toi, déjà. Fait là, c'est comme, hey, ça, voici les guidelines, figure it out, puis moi, je m'en vais figure out autre chose. Fait que, ouais, c'est ça. C'est comme tout le temps un peu dans de la nouveauté. Puis non seulement tu as un sentiment d'imposteur pour ton propre rôle à toi, mais aussi tu as comme la pression de devoir développer professionnellement les gens qui travaillent avec toi, si on veut. Puis ça, c'est une grosse pression à avoir sur les épaules. Là, de genre, est-ce que je lui offre l'emploi où est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir puis grandir en tant que professionnel? Ouais, comment tu le sens, toi? La pression? Ben, moi, c'est un peu ça, justement. Là, j'ai la pression. Ben, je veux dire, vous me mettez pas de pression, mais reste que, étant toute seule dans mon rôle, dans mon département, j'ai pas eu le choix d'être rapidement autonome puis de m'en inventer de la job. Mais là, justement, c'est exactement ça. Là. J'ai quelqu'un avec moi, puis là, dès que je sens que je maîtrise quelque chose puis que c'est assez structuré pour pouvoir le déléguer à quelqu'un d'autre, on délègue puis on passe à un autre projet. Ce que je trouve le plus difficile de ce rôle-là, c'est je veux tout faire. T'sais, tout est à faire, mais c'est impossible de tout faire. Là. Fait comme de prioriser puis de sélectionner ce sur quoi tu dois mettre tes énergies puis d'accepter que tu vas laisser des choses de côté. Je trouve que c'est ça le plus difficile. C'est un bon point, ça. La to-do qui est à l'infini, qui est devant nous à chaque fois, puis de devoir bien prioriser, c'est aussi, je trouve, un facteur de stress parce qu'il y en a infini de jobs. On peut travailler 24/7 pendant les 20 prochaines années, puis il va encore avoir de la job. Fait que comment est-ce que tu fais pour bien gérer tes tâches, tes responsabilités, donner de la place aux personnes pour prendre un peu des morceaux de ta job? C'est des défis quand même tough. Ouais, puis de gestion, tu sais, pas juste nécessairement entrepreneur, mais oui, effectivement, là, la to-do infinie, puis comment je fais pour créer le plus de valeur pour les autres autour de moi. Tu as l'impression que chacune de tes décisions, de comme, je vais prioriser cette tâche-là par rapport à l'autre, a du poids pour toi, puis pour plein de monde autour. Ouais. Fait que ça aussi, c'est comme, ça mène une certaine pression. Mais ça, je pense que c'est pas juste les entrepreneurs qui le vivent, par contre. Là. Vas-y. Ben, j'allais juste dire, justement, quand
tu as les gens autour de toi, mais on a tendance à prioriser aussi les demandes des autres pour s'assurer que tout le monde est bien puis qu'après ça, toi, tu fasses ta job. Fait que dans ce temps-là, tu fais ta job quand, tu sais. Puis est-ce que vous ressentez du stress en vous comparant à d'autres entreprises, d'autres compétiteurs, d'autres personnes qui sont en tech? Que ce soit le marketing, qu'est-ce qu'ils font, ou que ce soit la vitesse à laquelle ils vont. Ben oui. Puis c'est ça le sentiment d'imposteur aussi. Là. Puis je trouve que, tu sais, dans des rôles comme on a, puis c'était un point que j'avais par rapport à être entrepreneur, où est-ce que, tu sais, admettons, puis là, sorry Virginie, t'exclure, mais tu sais, PA, admettons, c'est notre business. On a nos actions, on l'a cofondé. On peut se donner la job qu'on veut, right? T'sais, je pourrais dire demain, ben voici mon poste. C'est ça. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours le sentiment de je veux le mériter. T'sais. Je veux pas que les gens se disent ah ben oui, ben c'est parce que c'est sa business. Là. Il a décidé qu'il était directeur des opérations, mais il sait pas ce qu'il fait. Je veux qu'ils se disent non, je suis content de ce directeur des opérations-là, peu importe c'est quoi son actionnariat ou whatever. Fait qu'il y a ça. Puis j'ai oublié mon train of thought, mais ouais. La pression de l'extérieur. Ouais, la pression extérieure, ben c'est ça, c'est de se comparer. Puis ce qui est dur, c'est qu'il n'y en a pas une tonne non plus qui font exactement nos rôles. Fait que, tu sais, admettons, moi, je parle de directeur des opérations, mais pour une compagnie qui a un produit, par exemple, même logiciel, c'est un rôle ultra différent de ce que moi je fais. Fait que c'est dur de se dire, je fais bien ma job ou je peux parler à du monde pour genre voir exactement c'est quoi la formule de ce que je devrais faire. Ouais. Fait que t'es tout le temps un peu, nous, c'est une compagnie qui développe des applications mobiles de telle taille, de telle, tu sais. Fait que c'est comme. Il y en a 4 autres, genre. Fait que comment je fais pour me comparer efficacement ou en tout cas de trouver des guidelines? Ouais. J'ai le goût d'en parler là, de ça, de qu'est-ce qu'on fait pour bien s'entourer puis pouvoir se comparer puis bouncer des idées avec d'autres personnes qui ont les mêmes réalités. Là. Vous avez joint, je pense, les groupes de l'AQT. Comment ça se passe? Discussion. Moi, j'aime vraiment ça. Mais ce qui est plus facile de se comparer, je trouve, en marketing, là, c'est la taille de l'équipe puis le budget aussi. Là. Fait que souvent, tu vas être capable d'accomplir beaucoup plus de choses si tu as plus de monde, mais aussi si tu as plus de budget, ben, tu es plus capable de, même si tu n'as pas nécessairement plus de ressources, tu es plus capable de déléguer à des agences puis de faire certaines choses à l'externe. Fait que, mais tu sais, je dis pas que j'ai pas un bon budget, là, j'ai un excellent budget, mais reste que... C'est excellent ton budget. Je suis pas en train de chialer. Mais reste que dans ce temps-là, c'est comme plus facile de se comparer, je trouve, de dire, OK, ben qu'est-ce que je peux aller chercher de cette personne-là? Qu'est-ce qui s'adapte à ma réalité, puis un peu la même chose. Par rapport à leur budget, puis au staff qu'ils ont. C'est ça. Genre, tu sais, il y a certainement des connaissances que je peux aller chercher de d'autres équipes puis que je peux appliquer à mon équipe à moi. Mais après ça, reste qu'il faut que Puis la même chose aussi en produit versus service. Je peux pas aller me comparer à une compagnie de produits. On n'a pas la même réalité du tout. Là. 100%. Mais ouais, les groupes de discussion, moi, ça m'a vraiment aidé de... C'est juste parler aussi, là, veux pas, chez ThirdBridge, je suis avec Janie, on est les deux, on bounce des idées, on parle ensemble, mais reste qu'il n'y a pas d'autres experts au sein de l'équipe qui peuvent nous aider. Puis là, d'aller parler avec d'autres expertes, c'est majoritairement des femmes, en fait, il n'y a que des femmes dans mon groupe. Puis parler avec d'autres experts du marketing, puis juste de voir comment ils procèdent à l'interne, quels KPIs ils suivent. Il y a plein de trucs vraiment que j'ai appris dans ces groupes-là. Fait que, ouais, l'importance du réseautage, rencontrer d'autres personnes qui font le même job. Puis ça baisse ton stress quand tu sors de ces... Non, ça m'en crée vraiment, je pense. C'est pas de ça qu'on parle, Virginie, d'abord. Mais non, mais ça... Qu'est-ce qui réduit ton stress? Ben, je veux dire, éventuellement, je les book pour un café pour parler en one-on-one. Fait que là, ça diminue mon stress. Mais sur le coup, quand je les entends parler, puis là, je suis comme, wow, ils font tellement de choses. Mais une fois que, justement, je prends plus la peine de comprendre le contexte, puis de cherry-pick qu'est-ce que je peux appliquer à mon contexte à moi, ça me rassure beaucoup. Toi, Nick? Ouais, ben, j'aille pas ça le groupe de discussion. Et... Puis là, en tout cas, je vais avoir l'air piqué, mais oui, tu sais, ça t'amène plein d'idées. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur quelques trucs, ça m'a fait partir certains projets. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien. Mais je trouve, par rapport à ça, puis là, sorry, l'AQT, je veux pas avoir l'air chialeux, mais il y a beaucoup de monde. OK. Qu'on est genre 12, puis des fois, tout le monde est là, puis je trouve qu'à 12, c'est dur d'avoir une conversation. Fait que c'est comme chacun son tour. Là, quelqu'un dit de quoi qui t'intéresse, mais rendu à ton tour de parler, le sujet a shifté complètement. Fait que tu le ramènes-tu pas? Fait que moi, ça me perd un peu. Notre meilleure rencontre à date, je pense que c'était, je sais pas c'était quand, là, peut-être dans le temps des fêtes, je sais pas, il y avait plein d'absents. On était 5, puis là, j'ai trouvé qu'il y avait une discussion qui roulait plus efficacement. Fait que peut-être juste ça, groupe de discussion, plus que 6, je trouve que ça devient dur. Mais toi, tu vis les deux, là. T'as des groupes de discussion avec d'autres présidents et directeurs généraux, mais tu fais beaucoup de coffee date aussi, là. Ouais. Qu'est-ce qui te rassure le plus entre les deux? Je dirais que c'est probablement mon groupe de IO.
Entrepreneurship Organization qui a commencé, j'ai rentré là-dedans il y a 1 an. Puis ultimement, c'est ma thérapie d'entrepreneur. Fait que ça m'aide particulièrement beaucoup. C'est pas des gens qui sont dans la même industrie. C'est designé pour que tu aies des gens de plein de business puis que tu n'es pas un compétiteur parce que tu veux pas, quand tu as un compétiteur autour de la table, tu retiens de l'information. C'est vrai. Ou tu amplifies des choses parce que tu veux avoir l'air un peu plus gros que qu'est-ce que tu es. Par contre, avec ce groupe-là, c'est des gens qui sont entrepreneurs de plein de business, puis ils s'ouvrent sur leur réalité. Puis moi, ça me fait beaucoup de bien à entendre que ma réalité est vécue par d'autres personnes, que le sentiment d'imposteur, que le stress avec le cash flow, la vente, peu importe les problèmes qu'on a, le poids qu'on a sur les épaules, c'est la même réalité pour eux. Puis on se rencontre 1 fois par mois, puis on partage, puis il y a quelqu'un qui présente des trucs autant perso que business. Puis ça aussi, le perso, il est comme tough. Là. Je sais pas, toi, Nick, comment tu gères la chose, là, à travailler avec ta femme à tous les jours. Je sais pas comment tu fais pour cut off. Mais ultimement, ça m'a beaucoup aidé. Fait que je te dirais même, je pense, Nick, je vais t'emmener dans ce groupe-là parce que ça fait du bien, ça réduit le stress. C'est beaucoup de temps quand même. Là. C'est une demi-journée par mois que tu investis dans ce groupe-là. Il faut que tu te prépares. Par contre, ce que j'en ressors, c'est de l'or. Là. Puis ça me calme, ça me recentre, puis ça me donne de l'énergie sur mes prochaines choses à faire pour la business. Fait que ça, c'est vraiment un gros changement que j'ai vécu dans la dernière année. D'avoir ce groupe de support-là, c'est hyper positif. Ça, c'est cool. Ça te calme, ça te déstresse. Parce que comme Virginie, moi, je peux pas dire que mon groupe me calme ou quoi que ce soit. Là. Souvent, ça me crée des stress de genre, oh shit, j'aurais dû faire ça plus tôt. C'est ça. Genre, Ouais, non, c'est... surtout du fait que c'est pas des gens qui sont en tech. Ouais. Tu parles pas de problème de tech, puis de genre, voici mes KPI, puis voici mes ci, mes ça. On se compare pas, tu sais, c'est vraiment juste on a une problématique de personnel, comment qu'on l'adresse, puis ça te donne des idées, puis ça te calme. Surtout du fait que tu te rends compte que t'es pas tout seul à le vivre. Fait que pour moi, ça a été une des solutions qui m'aide beaucoup. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont associées à la charge mentale que quand t'es pas entrepreneur, ça dépend des rôles encore une fois, mais ça peut être plus facile de juste fermer ton ordi puis comme c'est fini, genre ou quitter la job une fois que t'es rentré chez toi, c'est terminé, tu sais. Versus quand t'es entrepreneur, c'est jamais fini, c'est à toute heure du matin à PE à 5h45, je te faisais part de mes problèmes puis tu étais en mode solution avec moi, tu sais. Ben, surtout aussi quand tu travailles avec ta femme, ton frère et ta soeur. C'est ça. Ben, parlons-en justement de un peu cet entourage-là, autant le positif que le négatif que ça peut apporter. Ben, on a fait des épisodes là-dessus aussi, effectivement, là, mais en tout cas, on peut toujours se répéter. Mais moi, le fait de travailler avec la famille et des amis, je trouve que c'est une méga force. Là, Mais mettons la femme plus précisément, parce que ton frère, tu le vois pas après. Ta fin de journée a fini, puis tu vois pas ton frère ni ta soeur. Là. Non, pas tout le temps, mais c'est sûr que les parties de famille, ça parle de job pas mal. Ouais. Pour ce qui est de ma femme, honnêtement, on parle beaucoup de Turbridge, puis même des fois, c'est moi qui vais dire, genre, hey, pour le vrai, faut qu'on décroche. Genre, c'est parce qu'on en parle vraiment beaucoup. Là, nos enfants sont petits, puis ils parlent pas nécessairement des conversations. C'est beaucoup cheval, dragon, dino, mais éventuellement, ils vont vouloir parler. Puis je me rappelle que moi, mon père puis sa blonde qui travaillaient ensemble, quand ils parlaient tout le temps de la job, ça me tapait ses nerfs jeunes. Fait que je veux essayer d'éviter ça pour eux. Puis pour nous aussi, là, je pense que c'est malsain d'en parler tout le temps. Là, dernièrement, on a nos soirées laptop et Gilmore Girls, qu'on appelle, qui est genre, les deux, on travaille le soir en écoutant les Gilmore Girls. Nice. Ça me fait rire, mais je pense que c'est malsain aussi. Mais moi, j'adore ces soirées-là. Mais il y a peut-être de quoi un petit peu malsain où c'est tough décrocher puis de parler d'autres choses. Mais justement, de l'autre côté, est-ce que le fait que tu aies ta femme qui comprenne vraiment ta réalité d'entrepreneur, ça t'aide dans un sens? Ah ouais, c'est un méga team play. C'est vraiment pratique, surtout avec les enfants. Là, par exemple, quand il y en a un qui est malade, il peut pas aller à la garderie, on le garde à la maison. Mais les deux, on va prioriser nos meetings en fonction de qu'est-ce qui est prioritaire pour l'entreprise. Fait que c'est même pas, mettons, moi dans ma job, j'ai telle affaire aujourd'hui, il faut que je fasse ça. C'est comme,
OK, dans nos 2 meetings, lequel est le plus important pour Third Bridge? OK, c'est le tien, ben je garde l'enfant, j'annule le mien. Fait que ça, c'est quand même très pratique, là. Puis aussi, tu sais, il y a beaucoup de compréhension d'un bord ou de l'autre, là. Tu sais, je vais jamais... Ben, tu sais, je ferai jamais ça avec personne, là, mais je comprends encore plus pour elle si jamais il faut qu'elle prenne une journée off pour s'occuper des enfants, mettons. Il n'y a pas de remise en question là-dessus, c'est sûr, là. Moi, je comprends pas. Toi, tu y reproches. Je fais des avertissements à chaque fois. Puis toi, PE, à quel point ça affecte ta vie de couple, l'entrepreneuriat? Je dirais c'est positif, somme toute aussi. Kat, elle vient d'un background entrepreneurial. Ses parents étaient entrepreneurs. Fait qu'elle elle comprend à 100% la réalité. C'est surtout je dirais les pics de stress qui sont plus imprévisibles des fois dans notre job. Là, on va se lever le matin puis ça va être tout est beau, tout est sous contrôle. Puis d'un coup, t'as un méga feu qui sort de nulle part. Puis on dirait que le stress, je le garde le plus possible à l'interne pour la gang au bureau. Je veux pas qu'ils ressentent le stress. Si jamais il y a un client qui nous laisse ou qui est pas content, je veux protéger l'équipe le plus possible. Mais à un certain point, il faut qu'il sorte ce stress-là. Puis souvent, il va sortir à la maison le soir. Soit que je vais shut down, je vais juste aller faire mes trucs de mon côté, partir jogger, faire mon sport. Puis ça, c'est pas fair pour elle parce que elle a juste passé sa journée normale, puis elle a le goût de me parler, elle a le goût de passer du temps avec moi. Puis on dirait que des fois, c'est sauts de stress-là. Puis encore une fois, tout le monde a des pics de stress dans leur travail, mais j'ai le feeling que des fois, peut-être les hauts et les bas sont amplifiés. Puis j'y mets une certaine pression pour qu'elle comprenne ça. Puis des fois, je pense que c'est pas fair ce que je m'attends d'elle par moment. Puis ce que je vis, elle vit fois 1000. Ouais. Parce que les autres au travail, vivre. je peux pas tant chialer. Genre, je peux en parler avec Nick puis avec les associés, avec toi aussi, mais reste que je veux pas non plus créer une ambiance négative au travail. Fait que si moi, je vis de quoi négatif, j'ai pas le goût non plus de polluer Nick puis que lui devienne stressé. Mais on dirait que je me le permets avec ma femme. Puis ça, c'est comme... Mais c'est pas correct. Fait que ça, c'est un peu la réalité que j'ai, que des fois, j'observe qu'il faudrait que je fasse du travail là-dessus. Mais c'est comme un moment donné, il faut que ça sorte. Puis c'est pas tout le temps évident pour elle, c'est sûr. C'est drôle que tu parles de ça, parce que je trouve... Moi, c'est le buzz en ce moment que je trouve qui est difficile avec Justine, où est-ce que, tu sais... Parce que ça, on a tout le temps du stress avec la job, puis des fois, pendant les journées, tu vas avoir un appel avec quelqu'un, puis là, OK, il vient de partager son stress, là, mais ça risque que t'en as un petit peu plus, t'en accumules. Puis Justine, des fois, ça continue, le soir, quand je me dis, OK, là, faut que je respire un peu, je vais dormir, puis demain, je repense à tout ça. Mais genre, elle va revenir en fin de job avec son stress, mais c'est du stress qui me concerne directement. Fait que c'est comme si les deux, on s'est créé une loupe de stress, là. Mais tu sais, ça va bien, pareil, là. Il n'y a pas de problème de couple, mais ça reste que ça fait beaucoup à un moment donné c'est comme si c'était tout le temps là. Puis... Ben, c'est ça, c'est que tu traînes cette charge-là tout le temps. Elle va pas t'arriver avec des bonnes nouvelles pendant que tu sais que le feu est pogné. Là. Ouais, c'est ça. Que moi, des fois, j'ai des bonnes surprises. Là. Je suis comme, hey, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Puis ça me change les idées, mais toi, t'es un peu plus pogné avec. Mais quand ça va bien pour tout le monde. Fait que c'est cool. Puis justement, là, on parle un peu plus dans vos vies personnelles, mais en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez l'impression que les connexions que vous avez fait, le réseautage que vous avez fait a eu un gros impact sur le succès que vous avez aujourd'hui? Fait que le monde qui nous entoure, nos réseaux. Oui, je dirais oui. Ouais, pour moi, c'est tout, là. Tu sais, c'est... Surtout, tu sais, en tout cas, on est moins dans... Ben, moi, je l'étais plus, mais tu sais, je suis moins dans la production. Tu l'as jamais été autant que moi, mais tu l'es moi aussi. Puis je trouve que rendu là, c'est toute une game de connexion, là. Autant à l'interne qu'à l'externe, que c'est juste comment tu communiques, comment tu parles aux gens, c'est à quel point tu as des relations authentiques puis proches. Fait que pour moi, c'est juste ça, là, rendu là. Virginie, tu parlais de réseau, genre les contacts qu'on a, ultimement. C'est un plus d'affaires, là. On est une business qui a... Tu sais, au début, on parlait de la stratégie marketing qu'on a eue. Ça, on a vraiment cogné à des portes, puis on essayait on avait le couteau d'un dent, puis on était comme, let's go, on se lance. Mais à partir de ce moment-là, on s'est appuyé beaucoup sur le relationnel. Fait que sur les contacts. Fait qu'on livrait bien, on demandait des références, puis là, on se promenait un peu. C'était comme un peu si tu veux, la toile d'araignée qui commençait à se répandre. Puis, c'est que du bouche-à-oreille, Third Bridge, ou du moins,
tourne peut-être 24 mois là, en arrière. Là, fait que les 10 premières années, c'était que du bouche à oreille pour développer la business. Puis ça, on s'appuie que sur notre réseau. Donc, tu vas à des conférences, tu rencontres du monde, tu prends des chances, tu rejoins des gens, puis tu essaies de créer des relations. Et puis, tu peux pas non plus juste avoir des relations de surface. Je pense que ce que j'ai appris aussi, c'est quand c'est trop en surface, tu n'as jamais l'impact que tu veux. Les gens vont pas te référer, les gens vont pas penser à toi. Tu vas pas être top of mind. Fait qu'il faut que tu ailles un peu plus creux, puis il faut que tu mettes beaucoup de temps à non seulement développer ton réseau, mais à bâtir des relations concrètes avec les gens, des vraies amitiés, puis c'est là que ça commence à payer. Donc, mon réseau, je dirais, at large, c'est bien, mais mon réseau, disons, plus proche, solide, que j'ai investi beaucoup de temps, c'est ça qui paye. Autant sur des conseils que, un comité aviseur, des gens qui ont accepté de donner du temps pour nous conseiller. Ça nous ouvre des portes. Si on sait que telle personne connaît telle autre personne, les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Donc, ça, on s'est appuyé là-dessus. Puis je pense qu'on a compris un peu ce game du relationnel-là. Puis c'est plus une game, maintenant, c'est rendu des vrais amis. C'est des gens avec qui que je pourrais appeler n'importe quand, puis répondre au téléphone. Ils seraient prêts à me donner un coup de main. Puis c'est ça qui est hyper valable pour moi, qui crée beaucoup de... Puis dirais-tu que c'est, entre autres, pour ces raisons que tu viens d'énumérer, que ça t'a pris autant de temps avant de ouvrir la porte du développement des affaires chez ThirdBridge? Parce que là, ça fait pas longtemps qu'on a quelqu'un avec nous en développement des affaires. Ouais, ben en fait, on n'avait pas... Pas qu'on n'avait pas tant de besoin, mais le focus était très orienté sur créer les meilleures relations possibles avec les gros clients, les clients majeurs qu'on avait. Donc, mon rôle pendant, disons, les années de croissance était de nous rapprocher puis d'augmenter le facteur trust, confiance avec ces clients-là pour être sûr qu'ils nous donnent plus de jobs, pour être sûr qu'ils ne nous laissent pas aller. Donc, vraiment, les efforts étaient là-dessus. Puis, pour faire ces efforts-là, c'était personne d'autre que moi, Nick, Alex, pour pouvoir vraiment être hands-on, parler aux gens, aller au restaurant, peu importe, mais bâtir des relations de confiance long terme avec nos clients majeurs. C'était le focus. Puis là, on s'est rendu compte que ça peut nous emmener jusqu'à un certain point. Puis quand on a réalisé ça, ben c'est pas du rocket science. Là. On n'a pas réinventé la roue, là, mais à un certain point, ça te frappe d'en face. Puis tu te dis, on a besoin de plus de gens qui vont partager la bonne nouvelle ThirdBridge sur les marchés. Puis c'est pour ça qu'on a ouvert la porte à faire notre première embauche au développement des affaires. Ça a été très long. Je pense que c'est peut-être un mini regret. Peut-être pour ça que là, on veut mettre les bouchées doubles pour se rattraper. Mais on n'a pas... je pense que ça a été un succès quand même de garder le focus sur les relations importantes qu'il fallait développer chez nous. Ça colle avec notre modèle d'affaires. On a peu de clients avec qui on a des relations super long terme puis des gros mandats. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin... On veut pas cogner à toutes les portes, on veut pas être partout, on veut juste avoir des vraies relations clés avec les bonnes personnes. Fait que... C'est ça, on vise pas la quantité de projets, on vise vraiment la qualité. Puis pour être capable de faire ça, ben c'est... Je pense que c'est les efforts qu'on a mis dans les dernières années. Là. Puis encore là, même si on a quelqu'un qui est de terrain puis qui développe des différents marchés, c'est encore ça le mindset qu'on essaie d'inculquer. C'est, va pas chercher 100 clients pour nous avec des petits projets. C'est pas notre vision, c'est pas nos valeurs. Va chercher des partenaires qui vont croire en notre offre de service, puis qui vont être prêts à embarquer avec nous sur du long terme. Puis je pense que ça, c'est... On l'oublie pas, c'est juste que là, on veut amplifier la quantité de ces projets-là de qualité. Des clients aussi qui veulent avoir le type de projet que nous, on veut livrer aussi, là, dans le sens où on pourrait là, avoir des centaines et des centaines de clients puis livrer des petits projets à de la qualité. On pourrait être une usine à code. Oui, mais c'est ça. Là, on l'est pas. On est des artisans. On est des fabricants d'expériences numériques. J'ai une autre question plus orientée entrepreneuriat pour vous. À quel point, selon vous, c'est important, nécessaire, toutes ces choses-là, de définir mission, vision et valeur? Nick? C'est une drôle de question parce qu'on l'a longtemps procrastiné par rapport à ça. Est-ce que tu étais le classique qui disait c'est de la bullshit, ça sert à rien? Un peu. Là, on pensait que c'était du pelletage de nuages puis que c'était de l'intangible, si on veut. Que je pense qu'on en a
on a toujours eu ces concepts-là qui flottaient de façon non définie dans nos têtes, puis qu'on était relativement alignés. Puis je pense que peut-être aussi l'aspect ami, famille a eu un impact là-dedans, dans le sens que, tu sais, on est amis depuis longtemps, on est là-dedans depuis longtemps ensemble, puis après ça, c'était mon frère, ma soeur. Je pense qu'on était tellement connectés, qu'on se sentait alignés, qu'on n'avait pas besoin de mettre des mots là-dessus, parce que c'était comme su un peu, de façon non dit. Puis là, avec la croissance, on a réalisé que c'était important de communiquer ça à tout le monde, autant au niveau de les gens à l'interne de notre équipe qu'au niveau des clients, pour vraiment être capable d'exprimer mon équipe, c'est quoi nos objectifs, c'est où qu'on veut aller avec ce projet-là. Fait qu'à un certain point, ça s'est mis à nous manquer. Puis je pense que c'est justement peut-être avec la pandémie qu'on a réalisé ça, où est-ce que là, on a eu des démissions, puis peut-être c'est devenu un peu moins clair, puis c'est devenu plus difficile à communiquer de façon... sans le formuler. Là. C'est ça, c'est que les gens pouvaient plus le vivre sur place, il fallait le communiquer virtuellement. Là. Ouais, puis tu sais, pour le communiquer, faut que tu mettes des mots dessus, puis même pour le faire vivre d'une façon qui n'est pas nécessairement impalpable comme on le faisait, ben il faut justement ça que tu t'aies mis des mots dessus. Puis quand on a fait cet atelier-là, c'était une journée complète de travail avant d'arriver avec le résultat. Puis depuis, c'est carrément un fort dans notre gestion. Tu sais, quand on a des décisions à prendre, des fois, on va se revirer vers ça. Puis ça peut être des arguments qui vont dire, entre deux options, ben celle-là, c'est elle qui colle avec cette valeur-là. Puis la raison pour laquelle, admettons, notre équipe est venue travailler chez nous, c'est pour ces valeurs-là. Fait qu'on leur doit de les respecter puis d'être cohérent avec ce qu'on leur a dit à l'embauche puis qu'on leur répète depuis qu'ils sont chez nous. Fait que, ouais, c'est des outils très puissants pour rallier ton équipe puis pour te donner une identité en tant qu'entreprise, surtout dans un contexte de télétravail. Oui. Pour moi, je pense que c'était je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Le gros point aussi, c'était la direction. Où est-ce qu'on veut aller? Puis, ça nous aide énormément avec la prise de décision, de où est-ce qu'on va aller. Je trouvais qu'on perdait à un certain point, on perdait un peu le cap de « Ah, ben il y a une opportunité à gauche, une autre opportunité à droite, il y a tel projet, un autre projet. » Puis, on se perdait un peu à mettre un peu d'énergie partout, puis on n'avait pas l'impact qu'on voulait. Puis je pense qu'avec disons, une direction claire, une vision claire, une mission claire, puis là, on pourra parler du BHAG, là, on est encore en train de travailler là-dessus, mais ça nous donne des ambitions hyper concrètes de où est-ce qu'on veut aller. Puis pour moi, c'est... C'est quoi le BHAG? C'est un Big, Hairy, Audacious Goal. On peut le regarder comme c'est quasiment comme un objectif 10 ans de où est-ce qu'on voudrait être. Je pense qu'on a encore de la misère à se projeter dans 10 ans qu'est-ce qu'on veut être, mais on est ambitieux, on a de la drive, on sait que Third Bridge va être un projet, pas nécessairement en termes de taille, mais en termes d'impact qu'on veut avoir. Ça va être quelque chose de gros. Puis là, après ça, il faut encore continuer à travailler sur ça. Puis je pense que ta question est hyper pertinente du fait qu'on est encore dans les exercices de faire évoluer cette vision-là, cette mission-là, pour être sûr qu'elle colle vraiment avec notre message. Puis tu me faisais penser, Nick, le fait de mettre des mots sur nos valeurs, c'est un peu à double tranchant aussi. Ça nous aide avec notre prise de décision, mais on se le fait mettre aussi beaucoup d'en face. Ouais. Comment tu le prends un peu, cet aspect-là, quand disons, un membre de l'équipe dit « cette décision-là, c'est pas aligné avec les valeurs de compagnie ». Je trouve tout le temps que ça me remet à... Je prends un pas de recul pour me dire « shit, c'est vrai? On est-tu vraiment en train de prendre une décision qui n'est pas alignée avec nos valeurs? » Je trouve tout le temps que c'est rafraîchissant de l'avoir communiqué, parce que si c'est pas écrit, c'est dur de... T'as pas de redevance par rapport à ça. T'es comme... T'as pas de responsabilité. Mais moi, je trouve ça... Ça nous est arrivé quelquefois de dire « OK, mais là, telle affaire, je trouve que c'est pas aligné avec telle valeur. » Puis moi, ça me fait beaucoup me remettre en question. Là, parce que les valeurs, je les vis beaucoup, les valeurs Third Bridge. C'est très aligné avec mes valeurs personnelles, of course. Là, mais à chaque fois, je vais leur passer le scénario dans ma tête. Est-ce que c'est bel et bien désaligné ou est-ce que c'est lui qui se trompe? C'est de sa faute. Mais on l'a fait, puis on en a parlé, puis on a eu des discussions avec toute l'équipe des fois. Là, non, c'est aligné, puis voici l'angle pour qu'on perçoit que c'est aligné, puis des fois c'est moins clair. Ou des fois, oui, t'avais raison, c'est pas aligné, puis on va rectifier le tir, mais je trouve que ça crée une cool dynamique de... On devient responsable, imputable de nos valeurs qu'on a communiquées, qu'on croit qui sont les bonnes, qui nous représentent. Puis des fois on se perd. Des fois, on veut aller vite. Des fois, on fait des mauvais calls. Puis on va continuer à en faire
Mais c'est c'est cool. important que l'équipe puisse. Puis ils se sentent confortables aussi de nous dire comme, hey, je pense que c'est de la bullshit, puis c'est pas aligné avec ce qu'on C'est veut ça, faire c'est chez leur donner Third Bridge. les outils pour challenger en bout de ligne. Là. Ouais, puis c'est le bienvenu. C'est Puis comme mettre les let's go. mots. Parce que ça fait du bien aussi, tu sais, de mettre les mots sur pourquoi est-ce que tu sens que ça, c'est pas une bonne Ouais. décision ou t'es pas aligné avec ça. Je trouve que c'est cool. Puis moi, j'aime ça quand ils nous challenge parce que ça veut dire qu'ils les aiment, nos valeurs. Ça veut dire que, tu sais, Ouais. pour eux non plus, c'est pas de la bullshit. Puis ça valait la peine qu'on prenne le temps de Ouais, les puis rédiger. au-delà des valeurs aussi, je trouve que de bien communiquer la mission puis la vision à l'équipe, ça donne un sens à leur job aussi. Et je sais pas si vous vous rappelez, quand on a eu la conférence de Benoît Chalifou, il donnait l'exemple de le concierge qui travaillait pour la NASA, puis il y a quelqu'un qui lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait pour la NASA, puis au lieu de répondre « je lave le plancher » ou « je suis concierge », il a répondu « j'aide les États-Unis à aller sur la Lune ». Puis je trouvais ça vraiment nice quand il a dit ça, parce que j'étais comme, c'est vrai que de communiquer une mission puis une vision qui est assez forte, ça donne vraiment un sens concret à peu importe c'est quoi ton rôle au sein de l'entreprise. À nous aussi. Ouais. À Ouais, nous aussi, ouais. des fois, on se perd. Puis je pense que c'était vraiment important. Ça a pris combien de temps avant qu'on fasse l'exercice? J'ai goût de dire 10 ans. Ouais. On l'a fait pour la fait première 2. fois, ça faisait 2 mois là, que j'étais chez Third Bridge. Ok, fait que ça fait plus longtemps que ça. Ça fait comme 8 ans, mettons. Puis on l'a retravaillé Puis on là, l'a à peu près refait. 2 ans. Ouais. Ouais. Fait que ça a pris 8 ans avant qu'on fasse cet exercice-là, puis on le regrette pas. Les gens qui écoutent, prenez le temps de le faire. Ouais. Ouais. Ça vaut la peine. Ouais, c'est cool. C'est un bel exercice aussi. Puis il y a plein d'ateliers là, qui existent pour faciliter. Mais Ça fait mal au début, t'es comme, oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais T'as l'impression de finalement, perdre ton temps, t'as l'impression de perdre ton temps. mais en bout de ligne, non. C'est hyper critique. Donc, ouais, bon conseil, faites-le. Est-ce qu'il y aurait des erreurs de parcours que vous aimeriez partager? Aucune. On en a fait. Non, c'est ça. Zéro. On n'a jamais fait d'erreur. Ok. Prochaine question. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, ouais. Ben, au développement des affaires, comme on essaie des affaires. Des affaires. On essaie des films de Le cold call. ouais, Puis ça, c'était catastrophique. Là. Tu sais, on passait pour une gang de gens qui vendaient peddlers, des peddlers. Là. Puis ça marchait pas pantoute. Fait que là, on a mis quand même des sous dans cette initiative-là. On voulait bâtir la business un peu. Là, on voulait avoir plus de leads, mais on voulait mettre le moins d'efforts possible. Puis ça a été une erreur. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ouais, marketing, développement des affaires, on essayait un peu genre de comme l'outsourcer, puis finalement, surtout pour notre genre de service qui est très intime, c'est dur à déléguer à d'autres mondes. Ouais, on a essayé de le déléguer d'ailleurs. Genre une superstar du développement des affaires. Superstar. Ça, Qu'est-ce qu'on a ouais, fait? c'est toute une anecdote pour de... On en parle-tu? J'ai... Ouais. Ben, j'ai goût de raconter, mais OK, si on n'a pas le droit de dire le nom, probablement. Non, idéalement, non. Non, Vas-y. non. Non, parce que ce sera pas On va dire Paul. Tu glorieux. peux dire Paul. Non, c'est mon fils. Gaston alors. Gaston, OK, c'est mieux. Fait que Paul. Ouais, ben c'était un peu comme trop beau pour être vrai, là. I guess que si, il faut faire attention à ça, mais c'est quelqu'un qui nous avait été référé comme étant un champion du développement des affaires, qui, comme un freelance, pourrait nous aider, un consultant qui pourrait nous aider avec le développement des affaires de Third Bridge. Quelqu'un avec un gros carnet d'adresses où est-ce qu'il va pouvoir appeler n'importe qui, puis les gens vont nous booker en entrevue ou en rencontre. Puis, ouais, fait que là, les attentes étaient très, très élevées. Mais, en tout cas, parce que c'est ça, tu me l'avais vendu, parce que c'était plus toi qui avais fait cette démarche-là, puis là, tu me disais, ah, Nick, il est vraiment hot, le gars, puis tout, puis en tout cas, il y avait eu comme des gros postes avant, fait qu'il y avait comme un CV impressionnant. Puis là, on arrive en entrevue, puis déjà en entrevue, tu sais, c'était comme, le bonhomme, il est genre évaché, il est évaché sur sa chaise, genre, tout croche son linge, déjà, c'était comme... Qu'est-ce que c'est ça? Coupe de flags là, déjà qui sont raisés, mais sans plus. Moi, je suis convaincu, je suis comme Nick, let's go, fais-moi confiance. C'est notre move. Nick aime ça quand je dis fais-moi confiance. Fait qu'on a engagé le gars comme consultant. Puis le gars, il venait dans nos bureaux comme, c'est quand même un employé là, qui venait à tous les jours. Jour 1, parlons jour 1. Ouais. On engage le gars, il se présente premier jour dans les bureaux. On lui fait un chèque. Fait que c'est comme un genre de Mais retainer. attends, le gars, il demande à être payé à l'avance, right? À l'avance. Fait qu'en début de mois, on le paye pour le mois qui s'en vient. Fait que c'est comme on paye pour ses services. Fine, on se pose pas trop de questions. Il arrive premier jour, on prend un chéquier, on lui fait un chèque, on lui donne. Le temps passe, peut-être 1 heure. Il est assis à côté de moi. Il me dit...
Karl-Étienne, je me sens pas trop bien. Je pense qu'il faudrait que j'aille au médecin, au CLSC, je sais pas trop quoi. Puis je suis comme, ben là, pas de stress, tu sais, va-t'en chez vous, tu te sens pas bien, on se voit demain. 15 minutes après, là, les gars quittent le bureau, 15 minutes après, mon téléphone sonne. Je réponds, c'est InstaCheck. InstaCheck, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une place que tu vas déposer ton chèque, tu l'endosses, tu le donnes à cette compagnie-là, puis ils te donnent 80% de la valeur du chèque en cash, puis garde 20% pour eux. Fait que ça coûte super cher, là. Tu donnes... I guess que tu vas dans des places comme ça si t'as plus de compte de banque ou si t'as des situations financières un peu douteuses. C'est des fois, parce que si tu dois beaucoup d'argent, des fois, automatiquement, quand tu déposes de l'argent dans ton compte, tu vas te le faire saisir. Ouais. Fait que là, je reçois l'appel d'InstaCheck qui sont comme, oui, on a Monsieur Paul ici devant nous qui a un chèque au nom de Third Bridge, puis on veut juste valider que c'est bel et bien vous qui avez fait ce chèque-là, puis que c'est correct. Puis je suis comme, what the hell? Le gars, il me dit qu'il sent pas bien, qu'il veut aller chez eux, mais finalement, il s'en va encaisser le chèque que je viens de faire. Red flag numéro 2. On se pose pas Mais trop de questions. Mais t'as dit quoi, InstaCheck? T'as dit oui, c'est moi qui l'ai fait? J'ai dit, ben oui, là, c'est moi qui l'ai fait. J'étais un peu sous le choc, là, je savais pas quoi dire. Fait que ça reste de même. Je dis, good. Tu peux encaisser le chèque. Le lendemain, il revient. Continue à faire un peu son travail, mais sans plus. Puis peut-être l'histoire, on peut skipper. Là, ouais, on a continué de faire affaire avec comme 3 mois. Je pense 3 mois. C'était correct. Il venait peut-être 2 jours semaine dans les bureaux travailler avec nous. Il nous bookait des meetings, mais c'était tout le temps un peu coup-ci, coup-ça. On n'avait pas trop de choses tangibles, puis on n'avait pas de business qui rentrait non plus à cause de lui. Fait que peut-être fast-forward comme 3 mois, disons. On arrive à l'été, puis l'été, c'est souvent une période qui est plus tranquille pour le BizDev. Les gens sont en vacances. Puis je m'assois avec Paul, puis je lui explique que nous, pour les prochains mois, peut-être les 2 prochains mois, juillet, août, on va prendre une pause de l'entente. Fallait qu'on lui donne un 30 jours de préavis. On lui donne 30 jours de préavis. On va prendre une pause sur l'entente parce que l'été, de toute manière, le monde ne va pas répondre au téléphone. Fait que là, parfait, pas de problème, je comprends, good. On se revoit demain. Là, on a 30 jours de préavis. Ouais. On va travailler 1 mois ensemble avant que tu quittes. Déjà payé, d'ailleurs. Pardon, ouais, déjà payé. Là, le soir même, je pense. T'sais, l'après-midi même. On avait un 5 à 7 ce soir-là. Puis moi, on était au 5 à 7. Puis le monsieur qui avait dit good sur place, mais qui clairement avait un ressentiment, s'est mis à texter Étienne des textes complètement incohérents. Puis, en tout cas, je me rappelle plus de tout ce qu'il t'a dit, là, mais c'était magique, les textes. Là. C'était écrit avec une grammaire impeccable, déjà, faut dire. C'était quoi? C'était un peu absurde. Fait que c'était surtout orienté sur que j'avais pas aucune loyauté, que la famille Saint-Aubin, Nick, puis sa sœur et son frère, et le père aussi qui avait été impliqué là-dedans. Parce qu'il faut dire que mon père était conseiller pour l'entreprise. Là. On lui demandait des conseils à l'occasion. On avait des rencontres avec lui qu'on appelait les rencontres Ben & Jerry parce que notre autre conseiller Ben, qui est aussi mon beau-frère, puis mon père qui s'appelle Jerry. Puis lui, la personne en question, Paul, voyait ça dans notre agenda d'entreprise qu'on avait les rencontres Ben & Jerry. Fait que la veille qu'on lui annonce qu'on n'allait pas renouveler le contrat pour 2 mois, il avait vu qu'on avait la rencontre Ben & Jerry. Fait que là, il me dit que ultimement, je vais me faire avoir par les Saint-Aubin, que j'ai pas de loyauté, que je longe les corridors en camisole. C'est les murs, non? Ouais, je longe les murs en camisole et ça fait de moi un leader. Il dit, tu n'es pas aujourd'hui le leader que j'ai un jour vu en toi. C'était quelque chose de même. Ouais, fait que je longeais les murs en camisole, tout ça pour dire. Mais ça veut dire quoi? J'ai aucune idée. Encore aujourd'hui, je me le demande. Je pense que ça veut... Parce que je l'ai réentendu, mais c'était pas exactement ça, mais genre, tu longes les murs. En tout cas, j'ai entendu quelque chose par rapport en camisole. Mais c'est une vraie expression. Je l'ai réentendu une fois après. Mais je te dis, j'ai entendu, je pense, d'un autre podcast, je sais pas trop, mais je suis pas mal sûr que je l'ai réentendu, puis ça veut dire, genre, tu choques devant tes responsabilités, quelque chose de même. Ah, voilà. Fait que... ouais.
Fait que je reçois tout plein de messages. Puis ça, c'est pour donner un peu la timeline. Le matin, je lui annonce. Évidemment, il me dit qu'il se sent pas trop bien, il va retourner travailler chez eux. C'est tout le temps encore un autre red flag. Et là, je commence à recevoir des courriels, là, des messages textes à partir de comme 13h. On reçoit un autre à 15h. Après ça, c'était comme à coup de 2h. À chaque fois, je disais, on va se parler s'il faut, parce que ça fait pas de sens que tu me textes comme ça. Puis là, j'en ai eu encore jusqu'à 10h le soir, 11h le soir. Puis c'était de pire en pire. Là. Les lettres, ils faisaient pas de sens. C'était des typos après typos. Puis, pour réaliser que c'était... Quand on a reparlé avec nos collègues au bureau, puis là, ensuite, on était un peu inquiets parce qu'ils disaient qu'elle allait se représenter au bureau. Parce qu'à un certain point, c'était comme, là, t'as franchi la limite. Tu reviens plus travailler. 30 jours, laisse faire, oublie-le. T'as pas d'allure. Puis là, on était un peu inquiets qu'ils reviennent au bureut le lendemain. On était comme, on veut plus le voir. Puis là, les colocs avec qui on était nous expliquaient que des fois, ils rentraient le matin, puis ils servaient de la bière en fût au bureau. Fait que là, on avait engagé un gars qui était supposé nous développer nos affaires comme il n'y en a pas d'autres, qui était un peu instable, je pourrais dire ça de même, qui venait au bureau boire de la bière le matin avant que le monde arrive, il nous envoyait chier quand on lui dit qu'on prend une pause d'une couple de mois, qui n'était pas grand-chose, là, ultimement. C'est 2 mois off, puis tu reviens travailler avec nous. On aurait continué à faire affaire avec lui. Puis finalement, ça se finit avec une mise en demeure. Fait que ça, c'était il a envoyé une mise en demeure à nous, puis il a envoyé une mise en demeure à mon père aussi, qui avait pas grand-chose à voir dans l'histoire. Mon père, il avait juste été dans un meeting avec nous la veille, fait qu'il l'a eu dans notre calendrier Google, puis dans son scénario, qui s'était monté. Il y avait mon père impliqué, puis c'est un affidavit qu'on appelle, là, où est-ce que tu relates genre tous les événements qui ont mené jusqu'à le litige, là, mettons. Puis un des événements qui était nommé dans cette liste-là, c'était que ma soeur avait pris sa chaise à un moment donné. Il est arrivé le matin, puis ma soeur était assise dans sa chaise. Puis ça faisait partie de l'affidavit qui était joint à sa mise en demeure, qui nous demandait un montant qui était complètement arbitraire, zéro justifié, juste dire ce montant-là, qui était, tu sais, parce qu'on y a quand même payé ces 30 jours, même s'il n'a pas travaillé ces 30 jours-là. Fait que, tu sais, il n'y avait comme aucune façon de justifier en quoi on te doit de l'argent. Tu sais, on t'a tout payé, on a tout respecté nos ententes, on t'a même payé plus que ce que tu as travaillé. Fait qu'il a juste mis un montant arbitraire qui était beaucoup plus que ses frais mensuels. Puis c'est ça. Puis mon père a reçu exactement la même chose. Fait que nous, on lui devait ce montant-là, qui était plus que ce qu'on y avait payé depuis le début, je pense. Mm-hmm. Puis mon père, il devait ça aussi, théoriquement. C'est une couple de douzaines de milliers, puis ça avait juste pas de bon sens, mais on était tout petits, tu sais, fait que, ultimement, c'était comme niaiseux, là, tu mets de la pression à une gang de genre 6 personnes qui travaillent ensemble, qui essayent de développer leurs affaires, qui ont fait confiance à quelqu'un, qui avait de l'expérience, qui a pas emmené de résultats concrets. Il a travaillé, là, on peut pas lui enlever qu'il a pas travaillé, mais qui avait pas de résultats concrets, de vente ou peu importe. Puis qui se fait des scénarios. Fait que ça pour dire que dans les erreurs qu'on a faites, essayer de déléguer le développement des affaires à d'autres personnes autres que des gens à l'interne, ou moi, ou Nick, ou peut-être quelqu'un de compétent aussi. Peut-être de pas minimum aussi faire une recherche Google sur la personne, parce qu'après on l'a fait, mais malheureusement après coup, puis là on dira pas trop de détails là, pour garder l'anonymat, mais on a vu que rapidement, il y avait une couple d'articles. Les red flags auraient pu être cernés. Auraient été détectés direct. Okay. Les articles Google, c'est quand même... Page Wikipédia, c'est quand même quelque chose. Fait que ouais, c'était une bonne leçon puis une bonne erreur. Et je pense que là, on ferait plus jamais ça. Je pense qu'on aurait notre réponse à l'appel d'InstaCheck. Peut-être qu'il y avait... ouais, c'est ça. Direct. InstaCheck direct. Mais peut-être qu'il y avait raison. Peut-être que c'est un complot de ma famille. On va t'avoir. Ouais, en camisole. En camisole, direct. All right. Quand vous regardez votre parcours, là, vous avez pris le temps de vous asseoir et écrire l'article, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Un milestone que ThirdBridge a accompli ou juste quelque chose qui vous rend fier de votre parcours entrepreneurial? Là, vous prenez une pause comme si je vous avais pas donné les questions à l'avance. Mais je les ai lues toutes. Je me suis préparé. Non, ben oui, il y a une couple d'affaires qui me vient en tête, mais pour moi, tu sais, on a parlé de la culture, puis on est fatigué avec notre culture, mais je pense que c'est
cette ambiance-là que les gens ont l'air de beaucoup aimer, que moi j'adore personnellement. Tu sais, travailler avec des amis, avec mon frère, ma soeur, un ami d'enfance, je trouve que tu sais, c'est le genre d'affaire qu'on se fait tout le temps dire, là, de genre, moi, ça marcherait pas de travailler avec mon frère, ma soeur, mes amis. Puis peut-être qu'on était fait pour que ça fasse, mais je trouve que moi, c'est une de mes fiertés de faire comme, non seulement est-ce que ça marche, mais c'est une de mes plus grandes forces dans mon parcours au quotidien. Puis de recréer aussi cette ambiance-là avec les autres, là, tu sais, c'est pas... Parce que je me suis déjà fait dire, genre, une compagnie qui dit on est une famille ou on a une ambiance familiale, c'est genre toxique là, comme attitude. C'est genre, ils vont te demander de travailler plus que ce que tu devrais, puis tout. Puis je pense pas qu'on fait ça. Puis je pense que c'est l'inverse de toxique. Je pense que c'est ultra convivial puis fraternel, puis que ça contribue à notre faible taux de roulement, autant au niveau des employés que des clients, comme on a mentionné tantôt. Fait que, ouais, ça pour moi, c'est la plus grande fierté, que ce soit le fun, qu'on ait réussi à le faire fonctionner, qu'on ait gardé cette ambiance-là du début jusqu'à la fin à travers la croissance, qui me met en confiance qu'on peut continuer de croître puis de le garder. Ouais. Puis on le voit que ça se décline aussi dans les équipes. Ouais. Tu vois que dans les équipes, il y a d'autres petites familles qui se créent, puis c'est pour le meilleur et pour le pire, là, dans le sens que tu le sais, là, que si ça brasse avec ton frère ou ta soeur ou ta femme, ça va être tough. Ouais. Mais les bénéfices jusqu'à présent, nous, ça a tout le temps été juste du positif. Puis pour les équipes aussi, c'est sûr que quand il y a des décisions plus tough, ça rend ça, c'est comme un gros plaster à retirer d'une shot. Mais je pense que je suis d'accord avec ton point, là. C'est vraiment une belle fierté de voir les équipes qui commencent à eux-mêmes créer leur petite culture, puis qui sont entourés avec les mêmes valeurs que nous, qu'on a établies. Puis de les voir aller faire des activités, puis s'organiser des 5 à 7 entre eux, pour moi, j'en reviens pas. Là. Ouais. Puis c'est ça aussi qui rend la croissance, garder de la culture forte puis la croissance possible ensemble, là, si on veut, parce que justement, les gens recréent ça dans les équipes. Fait que t'as plus la pression nécessairement que ce soit toi qu'il faut qu'il aille voir tout le monde puis qu'il s'assure que tout le monde soit content, tout le monde ait du fun. Tu le sais que ça va se décliner au sein des équipes puis ça va se faire un peu plus organiquement. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis... j'allais juste dire parce que je me rappelle que quand j'ai commencé, encore une fois, on était 8. Puis là, on grossissait un peu plus. Puis là, maintenant, on allait arriver à 20. Puis on était comme, tu sais, 20, 25, là, ça se peut que la culture soit affectée. Il faut se poser la question. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour vrai? Puis, tu sais, là, on se pose même plus la question. Là. Les équipes grossissent, puis on s'en rend même plus compte. Je connais même plus tout le monde. C'est pas vrai. Je connais tout le monde. Mais ouais, puis tu sais, je pense qu'on met toute l'emphase là-dessus aussi. Puis c'est ça, on se les fait dire, à tel chiffre, ça va se perdre, à tel chiffre, ça va se perdre. Puis on les a toutes franchis, puis à date, je trouve que ça continue. Mais c'est juste parce qu'à chaque fois, on le réinvente pour que ça fonctionne. Tu sais, tu penses au off-site où est-ce que, c'était des chalets, puis là, ça va être un hôtel, mais comme, c'est pas important finalement, c'est tant qu'on est ensemble, puis que... On s'en va au Club Med. Ouais, je savais pas si on le disait ou non. Ben oui. Oui, on le dit. Club Med, Charlevoix. Ça va être super. J'ai vraiment hâte. Menno. C'était un beau segue vers la conclusion. Shout-out à Menno, j'imagine. Ouais, j'avais le goût de le dire. OK, c'est correct. Fait que, pour finir, j'aimerais ça que vous donniez un conseil pour un entrepreneur qui nous écoute en ce moment. Nick, vas-y, je t'écoute. OK. Moi, il va être simple. C'est ça qu'on veut. Amusez-vous. Du début jusqu'à la fin, quand vous le faites, c'est important d'avoir du fun, garder ça en vue. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que notre culture aussi bien fonctionnait. On s'est toujours amusé, on voulait avoir du fun. On avait du fun au début. On travaillait de chez Julien, puis on allait se baigner entre 2 séances de code. Puis on a gardé ça de vue. Puis c'est ça, moi j'ai eu du fun du début jusqu'à la fin du parcours, même quand c'était plus tough. Même quand c'était plus stressant, on a toujours pris le temps de rire ensemble. Puis pour moi, c'est la clé de notre succès. Puis je pense que c'est important. L'important, c'est le voyage et non la destination. Amusez-vous du début jusqu'à la fin. Nick. Incroyable. Toi, PE? J'ai le goût de reprendre le même que j'ai dit à CJAD dans mon entrevue, qui était s'assurer que la croissance soit pas un objectif en soi. De notre côté, on a tout le temps pris un parcours vraiment plus long. Comme je parlais, on a pris 6 ans pour mettre les fondations en place. En 6 ans, on faisait à peine d'argent. C'était pas une énorme business. Puis on se comparait beaucoup à d'autres personnes. Puis ils allaient bien plus vite que nous. Mais c'était correct. C'était pas notre vitesse à nous. Nous, on voulait pas une croissance absolue. On voulait
garder le focus sur la culture. On voulait commencer à créer des marges importantes, avoir une business en santé. Puis on a déterminé vraiment plus nos objectifs versus la vitesse à laquelle on allait l'atteindre. Puis là, on accélère. C'est correct, là, on est prêt. Fait qu'on a réussi à vraiment mettre les fondations en place. Donc, juste à garder en tête, là, on sait que c'est sexy d'aller vite. Le hockey stick, là, vraiment, la courbe de croissance qui est accélérée. Mais je pense vraiment qu'il faut réfléchir à la croissance comme un outil. Si c'est pas applicable à ta business, c'est pas obligé d'être vite. Tu peux prendre ton temps, tu peux vraiment mettre les bonnes personnes en place dans ton organisation pour être sûr que tu aies du succès versus un genre une montée en flèche pour après ça t'écrouler. Puis on en a vu beaucoup de gens qui ont fait ça, que la croissance leur a joué des tours, puis ultimement, ils se sont plantés. C'est allé trop vite pour eux. Puis nous, ben c'était petit train va loin, puis on est encore là aujourd'hui, puis on célèbre nos 12 ans, puis je suis bien fier de ça. Fait que la croissance, pour moi, ça n'a jamais été de quoi qui était top of mind, de me dire, faut qu'on aille vite, faut qu'on impressionne le monde en disant, hey, on a triplé cette année, puis ça n'a jamais été ça. Parce que ça ne fitait pas avec notre modèle d'affaires. Fait que peut-être mon conseil. Prenez votre temps puis amusez-vous. Wow! Et merci beaucoup, les gars, pour ce fun, 12e épisode de l'Update. Fait qu'on invite les auditeurs à vous suivre sur LinkedIn s'ils veulent plus de conseils ou juste savoir what's up with you, qu'est-ce qui se passe. On fait des événements au bureau, vous allez voir ça passer. Ça va être cool. Vous faites du beau contenu, je vous félicite. Puis ben sinon, évidemment, je vous invite à suivre Third Bridge. C'est du contenu encore mieux que leur contenu à eux. Merci. N'oubliez pas de liker et subscriber.